Second thème de ces vidéos de révision, les droits réels sur les biens. Alors on va surtout envisager les principaux droits réels, ceux que vous avez vus en cours, mais c'est pas exhaustif, il en existe d'autres. Alors d'abord on verra leur teneur, ensuite comment on les acquiert, puis comment on peut les protéger, comment plus exactement ils sont protégés par la loi civile, et ensuite quelles sont leurs limites à ces droits sur les biens. Commençons par la teneur des droits sur les biens. Alors, d'abord, évidemment, le droit sur les biens, le droit réel par excellence, c'est le droit de propriété. Bon. D'ailleurs, à strictement parler, on ne devrait même pas l'appeler droit réel, parce que il est conçu par le Code vraiment comme la plénitude des prérogatives qu'un individu peut avoir sur son bien. Le droit de propriété, c'est un droit qui confère à cet utilitaire la totalité des utilités de son bien. Il peut l'utiliser au sens littéral de manipulation de son bien. C'est ce qu'on désigne par une locution latine l'usus, droit d'utiliser la chose à sa guise. C'est évidemment aussi le droit de ne rien en faire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous vos biens. D'ailleurs, je suis sûr que vous en avez qui traînent dans des cartons qui ne vous servent pas, mais vous pourriez vous en servir. Bon. Et vous pouvez aussi lui affecter la destination que vous voulez. Vous pouvez utiliser un objet à titre de décoration ou l'utiliser pour la fonction qu'il a initiale, pour laquelle il a été conçu. Vous pouvez le laisser dans son emballage, le déballer, vous en faites ce que vous voulez. C'est l'utilisation du bien. Bon. Le fructus, c'est l'exploitation du bien pour en tirer des revenus, ce qui intègre plus généralement des fruits et des produits. Bon. Vous faites générer à votre bien des fruits et des produits. Ça, c'est son exploitation. C'est ce qu'on désigne par la locution latine le fructus. Bon. Vous êtes aussi libre de ne pas le faire. Encore une fois, à chaque fois, le droit implique aussi son inverse, c'est-à-dire l'absence d'exercice de la prérogative correspondante. J'ai cette prérogative, je peux en user ou ne pas en user. Donc j'ai l'usus, j'ai le fructus, et j'ai aussi évidemment la prérogative la plus radicale, celle de me débarrasser de ce bien, c'est-à-dire concrètement de détruire le bien lui-même. Je peux toujours casser un objet qui m'appartient, j'en fais ce que je veux. Ou je peux tout simplement aliéner mon droit sur ce bien, c'est-à-dire le vendre. Bon. Donc j'ai un maximum des utilités de mon bien, la valeur d'usage de mon bien et la valeur d'échange de mon bien. J'en fais ce que je veux parce que j'ai la totalité des prérogatives concevables sur un bien dès lors que j'en suis le propriétaire. C'est pour ça qu'une frange de la doctrine parle de pleine propriété, par opposition à la propriété atténuée, démembrée, qu'on va voir par la suite. En tout cas, le Code, lui, vous dit que c'est un droit absolu. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez avec votre bien. Ça veut dire que vous avez la totalité des prérogatives usus fructus et abusus sur ce bien, et que vous en avez surtout l'exclusivité de ces prérogatives. Dès lors que vous avez la propriété pleine d'un bien, nul autre que vous ne peut, sans votre consentement, user, exploiter ou disposer de vos biens. Totalité des prérogatives et exclusivité des prérogatives. C'est en cela que le Code désigne cette pleine propriété comme un droit absolu. Mais on s'est assez rapidement rendu compte que si on était titulaire de la totalité des valeurs d'un bien, utilité, d'usage, d'exploitation et d'aliénation, eh bien on peut aussi tout à fait décider de céder, non pas la totalité de ses prérogatives, mais certaines d'entre elles. On peut donc prendre son droit de propriété, le scinder en plusieurs sous-droits réels, du coup, parce que ça reste des droits sur une chose, et dire, ben voilà, certaines de mes prérogatives de propriétaire, je vais les aménager, et soit les partager avec quelqu'un, soit peut-être m'en réserver certaines, et céder l'exclusivité des autres à une autre personne. Et donc, on va se partager le bien, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On va se partager les prérogatives sur un bien. Donc, l'exemple typique, c'est l'usufruit. Dans l'usufruit, qu'est-ce qu'on a ? Ben, par rapport aux 3 prérogatives du plein propriétaire sur un bien, ce plein propriétaire dit « Je vais me garder l'abusus, mais je vous cède l'usus et le fructus. Je garde la nue propriété du bien, ce qui veut dire que vous, usufruitier du bien, vous ne pourrez pas vendre le bien. Moi, en revanche, je peux vendre le bien. Mais corrélativement, je vous ai cédé définitivement, exclusivement, l'usus et le fructus. C'est-à-dire que moi, je renonce à l'usus et au fructus en votre faveur, évidemment moyennant finance. Mais le titulaire de l'abusus, ce qu'on va appeler le nu propriétaire,
renonce à l'usus et au fructus, qui seront exclusivement exercés par celui qu'on va appeler l'usufruitier, mais qui lui, corrélativement, n'a pas l'abusus sur le bien. Bon. Alors là où ça devient un peu compliqué, c'est que, comme on est aussi propriétaire de ses droits, l'usufruitier n'est pas plein propriétaire de la chose, mais il est plein propriétaire de son droit d'usufruit. Et donc il peut vendre son usufruit ou le garder pour lui. Bon, c'est en ça que c'est un peu compliqué, mais je passe là-dessus. Retenez surtout la répartition des prérogatives sur la chose qui a été organisée dans le cadre d'un usufruit entre l'usufruitier et le nu propriétaire. L'usufruitier a l'usus et le fructus, le nu propriétaire a l'abusus. Bon. La valeur d'échange du bien qui est réservée au nu propriétaire. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur le contrat d'usufruit, lisez le code là-dessus, mais c'est assez intuitif la façon dont ça fonctionne, logiquement. Le droit des biens, c'est très logique. Dès lors que vous avez compris la notion initiale, son régime est quasiment intuitif si on vous demandait de rédiger le régime de l'usufruit. Une fois que vous avez compris la nature de l'usufruit et la logique de l'usufruit, vous pourriez presque rédiger les parties du code civil là-dessus, sans même lire le code. Bon. Alors, le législateur a envisagé une sorte de catégorie un petit peu dégradée d'usufruit, où concrètement ce que le propriétaire d'un bien va céder à l'usufruitier, ça va pas être l'usus et le fructus complet, ça va être des droits de jouissance aussi, mais plus réduits que la totalité de l'usus ou la totalité du fructus. Donc il peut tout à fait céder un droit d'usage du bien. Donc là, il va dire, ok, moi je peux plus l'utiliser, toi tu peux l'utiliser, je m'en garde la nue propriété, mais toi tu as un droit d'usage, c'est pas un droit d'usufruit complet, parce que tu n'as que l'usage et la jouissance de la chose dès lors qu'elle est nécessaire à toi ou à ta famille. Tout le reste des utilités de la chose, je me la garde. C'est important notamment pour la répartition des fruits, des pommes sur une exploitation, ou bien des récoltes, etc. Tu peux l'utiliser et en jouir, mais, par contre, ce que ça génère, peut-être que je me le suis réservé par contrat. De même, je peux te concéder sur mon bien un droit d'habitation. Tu as un droit personnel et familial à habiter une partie de mon bien. En revanche, moi, je me garde ici les autres prérogatives sur ce bien. C'est une sorte d'usufruit plus limité, si vous voulez, que la plénitude de l'usus et du fructus du bien. Mais encore une fois, entre celui qui avait la pleine propriété et qui l'a démembré comme ça en cédant l'usufruit, ou bien le droit d'usage ou d'habitation de son bien, il va se créer des rapports d'exclusivité sur chacune des prérogatives dont il se retrouve chacun titulaire. Chacun aura un droit réel bien spécifique, sur lequel il aura l'exclusivité, la totalité de ce droit réel, mais il aura perdu définitivement, ou il n'aura jamais acquis pour l'usufruitier, les prérogatives inverses à celles qui sont les siennes au regard du triptyque usus, fructus et abusus. Bon. Troisième droit réel qui n'est pas la pleine propriété d'un bien, c'est ce qu'on appelle la servitude. La servitude, c'est une logique un petit peu différente. Pourquoi le législateur appelle ça un droit réel de servitude? Parce qu'il va affecter un bien immobilier au service d'un autre bien immobilier. C'est un lien de droit qui est créé entre deux immeubles et qui va imposer au terrain, au fonds qu'on va appeler le fonds servant, une charge permettant l'exploitation du fonds dominant. Alors le code appelle ça aussi service foncier, servitude ou service foncier, mais c'est parce qu'il y a un bien qui est au service d'un autre. La charge, elle est réelle et pas personnelle. Donc prenez par exemple deux propriétaires de terrains voisins. Il y en a un qui est le fonds dominant, l'autre qui est le fonds servant. Attention, le propriétaire du fonds dominant n'a aucun droit sur le propriétaire du fonds servant. Ici, on parle de droit réel. Ça veut dire que si le propriétaire du fonds dominant change, déménagement, vente du terrain, etc., eh bien, le nouveau propriétaire qui arrive a automatiquement les mêmes prérogatives que le propriétaire précédent, parce qu'il a acheté un terrain qui est le fonds dominant par rapport au fonds servant. De la même façon, le propriétaire du fonds servant qui vendrait son terrain, vendrait le terrain grevé de la servitude au bénéfice du fonds dominant. Donc par exemple, on a un terrain qui est acculé à une rivière, et puis pour rejoindre la route, vous êtes obligé de passer sur le terrain du voisin. En général, ça va être organisé soit par la loi, soit par contrat, mais le voisin, qui lui a accès facile à la route, va vous concéder un droit de passage sur son terrain. Autrement dit, par rapport à ses pleines prérogatives, le voisin qui lui est proche de la route, il a l'usus, le fructus et l'abusus de son bien, et il ne renonce à rien. Mais il renonce à l'exclusivité de l'usus d'une partie de son bien, la partie de son bien sur laquelle il va permettre au voisin d'à côté de passer. Autrement dit, la servitude, c'est une
atteinte à l'exclusivité de l'utilisation du fonds servant, où le propriétaire du fonds servant est obligé de tolérer que le propriétaire du fonds dominant utilise son bien, dans les limites évidemment prévues par la servitude. Donc, si c'est un droit de passage, en l'occurrence, dont bénéficie le fonds dominant à l'égard du fonds servant, eh bien ça veut dire que tout propriétaire du fonds dominant a, sur ce qu'on va appeler l'assiette de passage, donc ça va être une bande de terre déterminée à l'avance, et sur cette assiette seulement, il ne peut pas s'écarter d'un pas de ce passage qui lui est affecté, parce que sinon il va chez le voisin, et ça, il n'a pas le droit de le faire. Mais sur cette bande de terre qui est sur le terrain du voisin, il a le droit de l'utiliser. Évidemment, le voisin, lui, ne perd pas le droit d'utiliser sa bande de terre, mais il est obligé d'en partager l'utilisation avec le propriétaire du fonds dominant. Donc vous êtes obligé de tolérer une concurrence dans l'exercice des prérogatives sur votre chose quand vous êtes le propriétaire du fonds servant, parce que le propriétaire du fonds dominant va avoir le droit d'utiliser lui aussi votre bien, de façon très encadrée bien sûr. C'est la servitude qui va délimiter quelle est cette prérogative d'un autre que vous sur votre bien, mais vous serez obligé de partager l'une de vos prérogatives sur la chose en raison de la servitude qui grève votre fonds. Donc attention au vocabulaire un petit peu spécifique entre fonds dominant et fonds servant. Le fonds servant est au service du fonds dominant, il est grevé d'une servitude au profit du fonds dominant, etc., etc. Alors après, il y a plusieurs adjectifs qui viennent qualifier les servitudes pour les décrire. Ce sera important surtout pour la défense et l'appropriation de ces droits réels de servitude. Alors on appelle servitude continue la servitude qui s'exerce sans qu'il soit besoin que le propriétaire du fonds dominant fasse quoi que ce soit. Ça ne nécessite pas d'action de la part du propriétaire du fonds dominant. Parce que la servitude, on aurait pu l'appeler servitude passive, mais c'est une servitude continue. Bon. Servitude passive, c'est par exemple une servitude de vue. Si vous avez le droit à ce que le propriétaire du terrain voisin ne construise jamais à tel endroit de son terrain parce que ça vous boucherait la vue, mais le servitude de vue dont bénéficie votre terrain, fonds dominant, est une servitude qui s'exerce passivement. Vous n'avez rien à faire, c'est au contraire le propriétaire du fonds servant qui a l'obligation de ne pas nuire à la vue que vous avez. Donc concrètement, ça s'exerce passivement. Vous n'avez rien à faire de particulier pour exiger le respect de votre servitude de vue. Pareil, une servitude d'écoulement des eaux, ça veut dire que le propriétaire du fonds servant doit laisser circuler les eaux d'évacuation, les eaux de pluie, etc. sur son terrain. Soit c'est des eaux de pluie, par exemple, qui vont venir irriguer votre terrain, mais il est obligé de les laisser circuler sur le sien, il ne peut pas, au prétexte que ça passe chez lui, les bloquer. Soit c'est des eaux d'évacuation qui passent de chez vous à chez lui, il est obligé de tolérer que ça circule sur son terrain. Bon. Donc ça passe dans des tuyaux qui sont sous son terrain, peu importe. Servitude discontinue, à l'inverse, c'est une servitude qui n'est pas exercée en permanence, elle n'est pas passive, elle nécessite une action de la part du propriétaire du fonds dominant. Donc là, on pense typiquement au passage. La servitude de passage, elle est discontinue parce que il faut que le propriétaire décide de passer chez vous pour que vous subissiez la servitude. Servitude de package, c'est quand vous êtes obligé de tolérer que les animaux du propriétaire voisin viennent paître sur votre terrain. Servitude apparente ou non apparente, alors ça peut venir se cumuler avec les distinctions précédentes, c'est une autre façon de classer les servitudes qui n'est pas antagoniste de la précédente. Apparente, c'est que l'existence se manifeste par une construction extérieure, donc autrement dit elle est visible. Par exemple, le chemin sur lequel le propriétaire du fonds dominant a le droit de passer, le chemin est délimité, démarqué, il y a par exemple des gravillons qui limitent l'endroit où le propriétaire du fonds servant ne peut pas empêcher le propriétaire du fonds dominant de circuler, mais corrélativement, la seule partie du fonds servant sur laquelle le propriétaire du fonds dominant a le droit de circuler. Bon. Ça peut être une fenêtre pour les servitudes de vue, ça peut être un aqueduc pour les servitudes d'écoulement des eaux, peu importe. Pour les servitudes non apparentes, c'est des servitudes qui ne sont pas signalées par un repère visuel sur le terrain du fonds dominant ou le terrain du fonds servant. Il n'y a pas d'ouvrage qui vient là manifester. Par exemple, une servitude non edificandi, c'est-à-dire le droit à ce que votre voisin ne construise pas quelque chose à tel endroit de votre terrain. Cet endroit où il n'a pas le droit de construire sur son terrain, ce qui est une atteinte évidemment à ce prérogative de propriétaire, c'est pas visible, c'est pas signalé. Alors peut-être que vous pourriez le signaler, vous, d'un commun accord avec votre terrain, mais en tout cas, en soi, c'est pas quelque chose qui va être visuellement délimité, cette zone où il n'a pas le droit de construire sur son terrain. Ensuite, le code distingue les servitudes légales, naturelles et conventionnelles. Bon, là, c'est leur source, tout simplement. Servitude légale,
c'est une servitude qui est instituée par la puissance publique. Alors dedans, on a notamment les servitudes de vue, hein, pour régler les rapports entre voisinage, les servitudes de distance, à quelle distance de la propriété voisine je peux construire tel ou tel édifice sur mon terrain, servitude d'écoulement des eaux, les servitudes de passage, les servitudes non edificandi, c'est-à-dire de cours communes, où on a une partie sur laquelle aucun des deux ne peut construire, ou peut-être l'un des deux en particulier ne peut pas construire, parce que ça fait office de zone commune entre les fonds voisins, bon, peu importe. Tout ça, servitude légale, c'est la loi qui les organise, les crée et prévoit comment elles sont organisées dans les rapports entre le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant. La servitude naturelle, en revanche, alors évidemment, elle est aussi organisée par la loi, mais la loi ne fait qu'ici, non pas créer artificiellement une servitude, mais tenir compte du fait qu'il existe une configuration naturelle des lieux qu'il faut prendre en compte. On pense notamment aux servitudes d'écoulement des eaux. C'est pas le législateur qui choisit où les eaux vont s'écouler. Bon. Mais il prend en compte la façon dont s'écoulent les eaux et dit de façon générique, quand les eaux s'écoulent de telle façon, alors tel terrain est le fond dominant, tel terrain est le fond servant, et il en résulte ça. Bon. Mais l'origine même de la servitude, finalement, elle découle de la nature. Et peut-être qu'un jour, les eaux cesseront de s'écouler, et que la servitude disparaîtra d'elle-même. Et la servitude peut évidemment aussi découler d'un contrat entre le propriétaire de chacun des fonds. Elle sera établie par la volonté de l'homme. Alors le plus souvent, ce sera un contrat, mais ça peut aussi être un testament. Un propriétaire a un immense terrain, et par testament, il le tronçonne, et il organise des servitudes d'une parcelle sur l'autre, au profit de ses héritiers. Ou au détriment de l'un des héritiers, peut-être, d'ailleurs. Il peut y avoir évidemment aussi usucapion. Donc là, c'est établi par la volonté de l'homme. Vous pouvez avoir usucapé un droit de passage. Vous pouvez tout à fait vous approprier le droit de passage sur le terrain d'autrui. Alors, il faut que ce soit une servitude apparente et continue, mais si pendant 30 ans, vous passez sur un chemin balisé sur le terrain de votre voisin, eh bien, vous pourrez usucaper la servitude de passage sur son terrain, par exemple. Et puis, on a ce qu'on appelle la servitude par destination du père de famille. Donc là, c'est un individu qui possède plusieurs parcelles et qui affecte l'une au service de l'autre, peu importe comment. Lui, il s'en fiche, au départ, il est propriétaire de l'ensemble des parcelles, donc il ne va pas raisonner en termes de servitude. Mais après son décès, ou peut-être après son départ, simplement, il vend son terrain, et il vend son terrain en le tronçonnant. Et il se trouve que la partie de son terrain qu'il avait affectée au service d'une autre, eh bien, elle a été vendue, ou a été transmise à une personne X, et l'autre partie, qui du coup était au service ou au contraire bénéficiait du service de l'autre partie du terrain, est cédé à quelqu'un d'autre. Et donc du coup, on a un terrain dans lequel chacune des utilités des parcelles était réunie entre les mains d'un même propriétaire, dont les utilités sont éclatées entre plusieurs propriétaires. Et là, du coup, ça va créer évidemment une servitude de ce qui est plus seulement une parcelle d'un terrain, mais un terrain autonome par rapport à l'autre terrain. On va avoir un fond servant et un fond dominant, alors qu'avant on avait juste une parcelle servante, une parcelle dominante, mais on les appelle pas comme ça parce que c'était le même propriétaire et que lui il raisonne pas en termes de servitude, forcément. Voilà pour la teneur des droits sur les biens. Je vais m'arrêter là le temps que vous puissiez digérer un petit peu ce passage qui était quand même technique mais qu'il faut bien comprendre avant de poursuivre avec l'acquisition des droits sur les biens qui reposent sur les catégories qu'on a vues jusqu'à présent.